Merci, cher Pierre, de nous proposer cette conversation avec deux personnalités dont on attend beaucoup de jolies leçons. C'est à vous. Conversation, merci Nicolas. Conversation et non pas débat, puisque nous sommes là pour échanger de façon aimable, pédagogique et essayer d'avancer tranquillement. Il y a des choses qui se cassent la figure, mais ça n'a rien d'important. Souvenez-vous, Benjamin Franklin disait de la démocratie qu'elle était la réunion de deux loups et d'un agneau qui ensemble décidaient du dîner. Près de 3 siècles plus tard, le loup est dans la bergerie, le monde a changé, indubitablement. Même Francis Fukuyama a revu son jugement ici même hier après-midi. Reste à savoir ce qu'il va en être. Reste à savoir ce qu'il va en être, et personne n'est en mesure d'apporter une réponse immédiate. Même Volodymyr Zelensky, présent par visio, ici même, hier après-midi, il y a moins de 15 jours, disait pour la première fois s'attendre à une guerre longue. Nous allons pendant ces 40 minutes nous écarter du conflit lui-même, si vous le voulez bien, et nous recentrer sur nous les Européens, non pas par égoïsme ni par égotisme, mais pour voir ce qu'on peut devenir dans l'hypothèse où des ensembles impérialistes et autoritaires venaient à voir le jour ou à renaître. C'est un peu le skieur qui voit derrière lui une avalanche, mais qui essaye tout de même d'essayer de l'éviter. Nos invités, chers amis, je ne vous les présente plus. Bonjour à vous, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et président de l'ONG Leader pour la paix. C'est un honneur, Monsieur le Premier ministre, et c'est un honneur également de recevoir Edgar Morin. Bonjour, monsieur. Philosophe, sociologue, penseur, écrivain. Vous êtes une sorte de gouvernail pour nous, et merci d'être là et de nous éclairer. Avant de penser aux solutions, je ne sais pas s'il y en a, pour l'Europe, petite entrée en matière, une cartographie du monde. Edgar Morin, le monde aujourd'hui, après ces quelques mois de conflit, après avoir redistribué les cartes, à quoi ressemble-t-il? Le monde est dans un état, je dirais, semi-chaotique. Le monde a déjà, la mondialisation a été très ébréchée par la pandémie, et on a vu qu'au lieu de susciter de la solidarité, les interactions entre les différentes nations n'ont pas réussi à faire en sorte de créer un lien. Nous voyons aujourd'hui que le monde est déjà au moins multipolaire. Des grandes puissances, des superpuissances, notamment la Russie, la Chine, les États-Unis, sont pratiquement en conflit les unes aux autres, et le conflit même est devenu guerrier et terrifiant avec l'agression en Ukraine. Donc le monde aujourd'hui est menacé par les conséquences possibles, mais déjà visible, une partie est visible, de cette guerre qui n'est absolument pas locale, puisque dans le cadre ukrainien, c'est déjà un conflit international qui a lieu et qui déborde aujourd'hui. Le monde, les puissances qui ont décidé des sanctions, il faut qu'elles examinent maintenant l'efficacité de ces sanctions. Moi, personnellement, je suis tout à fait favorable à l'aide militaire à l'Ukraine, l'aide défensive, étant donné qu'on ne sait pas très bien la frontière entre défensif et offensif, mais enfin, on sait bien qu'un canon qui va tirer à 1000 km est plutôt offensif. Bon. Mais disons, je suis d'accord pour l'aide à l'indépendance de l'Ukraine, mais je pense que l'Europe devrait en même temps faire un effort passif
pour arriver au moins à un cessez-le-feu, à un compromis. Alors, je sais très bien que les circonstances psychologiques sont très défavorables. Il y a un déchaînement de haine, de criminalisation réciproque, étant donné qu'il y en a qui sont beaucoup plus criminels que les autres. Mais je sais qu'il y a un chauvinisme aussi en Ukraine avec l'interdiction de la langue russe et de la littérature et de la musique russe. Mais malgré ce déferlement de haine, nous l'avons connu, nous, entre l'Allemagne et la France en 70, on l'a connu en 14, etc. Et après, on voit aujourd'hui, même après l'Allemagne hitlérienne, la pacification des esprits. Donc aujourd'hui, les conditions militaires permettent, vu l'égalité des forces en présence, vu qu'actuellement il n'y a aucun vainqueur absolu, d'arriver à une solution qui respecte totalement l'indépendance et qui règle la question complexe du Donbass par référendum ou je ne sais quoi. Donc, je pense que le monde est au bord d'une catastrophe qui peut survenir progressivement et qui, du reste, cette catastrophe de la guerre se lie à d'autres catastrophes qu'elle aggrave et occulte en même temps. Le problème écologique mondial, le réchauffement climatique sont aggravés et occultés. L'inflation qui résulte de ces événements, la crise économique qui commence à déferler, est aggravée et occultée. On parle surtout du pouvoir d'achat, mais pas du problème global. Nous avons la pandémie qui peut reprendre à nouveau, qui n'a pas trouvé ses véritables remèdes. Nous avons, disons, un état de désordre mondial et donc il est important de là où il y a virulence, là où il y a le danger, là où il y a la flamme, d'essayer de calmer l'incendie et après de voir venir. Jean-Pierre Raffarin. Tableau noir. J'espère qu'on aura tous cette énergie, le moment venu. Merci à Edgar Morin de cette présentation. Je suis très heureux et merci au MEDEF de pouvoir avoir cet échange avec lui. Je le connais dans ses livres depuis longtemps et c'est pas si courant de voir un écrivain, un penseur, qu'il y a 50 ans, dans un petit livre qui s'appelait « Introduction à une politique de l'homme », puis après dans d'autres livres, et aujourd'hui à la politique de civilisation, finalement jardine la même pensée, la méthode, et c'est cette méthode qu'il vient de nous définir sur la complexité. Cette guerre en Ukraine, il faut surtout la voir au-delà simplement de la tragédie du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien vit une tragédie et c'est pour ça que le cessez-le-feu doit être l'objectif politique. Et si les Américains veulent faire des choses importantes quand ils vont en Chine, il faut qu'ils fassent pression sur les Chinois pour qu'eux-mêmes fassent pression sur les Russes pour qu'on puisse obtenir un cessez-le-feu. Car le fond de cette affaire, c'est que nous sommes dans une guerre extrêmement complexe dans laquelle on voit bien qu'il y a une pression russe, qu'il y a une mobilisation ukrainienne, mais derrière, il y a un certain nombre de forces qui sont en train de bouger considérablement. D'abord, la Russie ne sera pas gagnante de cette guerre probablement. L'Ukraine ne sera probablement pas gagnante. Mais l'Europe ne sera pas gagnante non plus. Et peut-être que ceux qui vendent des armes, qui vendent du blé, qui aujourd'hui ont un certain nombre de stratégies, peuvent être contentes de voir l'affaiblissement de l'Europe. Car au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que tous les peuples qui ont peur de la guerre, c'est vrai dans les pays baltes, c'est vrai en Suède, c'est vrai en Pologne, ils appellent aujourd'hui l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est une force très importante dont on peut avoir besoin quand on a peur de la guerre, mais quand on veut créer l'indépendance de l'Europe et la souveraineté, on a besoin d'une défense européenne. Et on voit bien tous les efforts qui ont été faits pour essayer d'engager une défense européenne. Aujourd'hui, on voit une frilosité arriver parce que dans la peur, on va chercher l'une des puissances du monde qui n'est pas tout à fait étrangère au déséquilibre actuel du monde, parce que ce qui nous gouverne de complexité en complexité, c'est quand même la tension entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial.
C'est quand même ce piège de Thucydide, le numéro 1 qui ne veut pas accepter l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. Donc c'est ça le fond du décor. Cette grande complexité, elle est là. Et là, on voit des conséquences de cette guerre en Ukraine sur cet équilibre ou ce déséquilibre mondial. Regardez, si on faisait un peu de mathématiques, la Russie entraîne l'Inde. La Russie se rapproche de la Chine. Est-ce que par transitivité, l'Inde et la Chine vont être dans le même camp? Il se passe quelque chose de très important là. À l'ONU, l'Inde et la Chine ont voté de la même manière. Et pourtant, ils sont encore en rivalité frontalière extrêmement sévère. Mais on voit que les mondes des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont trinqué à la fin de l'Occident, à l'occasion de leur sommet des BRICS pendant le G7 de Munich. C'est-à-dire qu'on voit que le monde est en train de se crisper et de se tendre, et on voit un certain nombre de comportements qui sont des comportements qui peuvent être préoccupants. On peut très bien voir une guerre qui en cache une autre, et quand Mme Pelosi va à Taïwan, on sent la pression sur Taïwan. Est-ce qu'aujourd'hui, la pression qui est à faire sur les Russes et sur les Chinois, ce n'est pas la pression du cessez-le-feu? Et si on a des choses à dire aux Chinois, est-ce que ce n'est pas de dire qu'ils mettent leur force et leur influence sur les épaules de Poutine pour obtenir le cessez-le-feu en Ukraine, plutôt que de penser à N+1, la guerre d'après, la tension sur Taïwan? Tout ceci pour dire que nous sommes, comme le dit Edgar Morin, au bord d'une catastrophe, mais qui est une catastrophe complexe. Il y a beaucoup d'autres interactions. Et au fond, c'est cette pensée globale qui est celle de sa méthode qui, je crois, doit être appliquée. Mais c'est bon de dire nous sommes au bord de la catastrophe. Il y a quand même quelques principes d'espérance, ce que vous dites dans Réveillons-nous. Alors, il y a un principe d'espérance que je trouve formidable, c'est l'imprévu. C'est vrai, même quand c'est prévu très négatif, heureusement, de temps en temps, on voit des choses qui sont des choses qui étaient imprévues et qui vont dans le bon sens. Moi, je vois trois grands axes qui sont des axes, je pense, qui peuvent être porteurs, si ce n'est d'espérance, au moins d'amélioration de la situation. Un, c'est ce qu'on pourrait appeler, Monsieur Morin, si vous m'autorisez, la planétisation des consciences. C'est-à-dire qu'au fond, pour qu'il y ait de la paix, il faut quand même qu'il y ait des accords communs. Or, un jeune à Shanghai, un jeune à Bangalore, un jeune à San Francisco ou un jeune à Chasseneuil-du-Poitou, il a envie de se battre pour la planète. Au fond, il y a eu des débats sur la mondialisation, mais aujourd'hui, dans la jeunesse, l'idée que défendre la planète, c'est défendre l'humanité, est une idée qui n'a pas de frontières. Alors que le Covid nous a fait revenir des frontières, on voit que là, il y a une idée, la planétisation des consciences. Au fond, la planète est devenue un objet politique. Moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, la planète n'était pas un objet politique. Terre-patrie. Terre-patrie, exactement. C'est quand même un élément majeur de cette pensée-là. Et donc, je m'interromps parce que vous êtes notamment venu entendre Edgar Morin, et donc je ne veux pas usurper cela. C'est à vous. Mais écoutez, vous avez dit qu'il y avait trois axes. Je vous prie de donner les deux autres. Les deux autres, très rapidement. Les deux autres, c'est quand même l'idée démocratique. Je pense que l'idée démocratique, il faut quand même la soutenir. Je suis assez frappé de voir que les démocraties ne travaillent pas ensemble pour améliorer leur situation. Les régimes autoritaires qui se multiplient, qui sont d'ailleurs tout autour de l'Europe maintenant, les régimes autoritaires disent partout dans le monde, et notamment en Afrique, que la démocratie est impuissance, que la démocratie n'a plus d'efficacité, que la démocratie est un vieux modèle essoufflé. Et donc, on nous dit, les gilets jaunes, le Capitole, regardez, la démocratie, ce n'est pas le modèle d'avenir. Mais est-ce qu'on parle avec la démocratie israélienne? Est-ce qu'on parle avec la démocratie de Corée du Sud? Est-ce qu'on parle avec la démocratie japonaise? Est-ce que les démocraties parlent ensemble pour améliorer le modèle, ne serait-ce que d'échanger les bonnes pratiques? Et donc je pense que nous devons, plus que, je ne sais pas si vous pourrez être d'accord là-dessus, plus que de se référer à l'Occident, de se référer à la démocratie qui est notre camp et qui est aussi présente en Asie, qui est aussi présente en Afrique, et que là, nous avons un positionnement qui, je crois, il faudrait renforcer. Et puis, troisièmement, c'est cette idée qui est très morinienne, je crois. Vous savez, il m'arrive souvent de sortir des phrases très rapides, du genre « quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive ». Et on appelle ça une raffarinade. Mais en fait, c'est une morinade. Les gens ne savent pas que c'est chez vous que j'ai piqué ça. Et donc, j'en ai un certain nombre comme ça.
La crise du développement, c'est le développement de la crise. Mais je pourrais vous en raconter, parce que j'aime bien qu'en plus, il joue avec les idées, mais il joue avec les mots. Et donc, le troisième pôle important, c'est la souveraineté, ce que j'appelle souveraineté solidaire. La souveraineté intégrale n'existe pas. Il faut de la souveraineté, les peuples la demandent, mais il faut l'organiser de manière solidaire. Et ça, on pourrait développer ça, mais je suis trop long. Je vous laisse la parole. Merci bien. Bon, écoutez, en ce qui concerne le premier point, je veux simplement ajouter d'un mot, c'est-à-dire que pour tous ceux qui pensent que cette paix est impossible, de tenir compte du réalisme de Poutine, qui par ailleurs est un despote terrible, mais réalisme. Quand il a vu qu'il n'a pas pu conquérir la Géorgie, il a fait marche arrière, il a pris de petites miettes. Quand il a vu qu'il n'a pas pu prendre Kiev et l'Ukraine, il s'est rabattu sur le Donbass. Donc on a affaire à quelqu'un qui est tout en poursuivant le rêve de la grande Russie, ce qui est vrai, mais est capable, devant l'obstacle, de reculer. Donc je pense que la paix est possible. La deuxième chose, c'est cette démocratie. Moi, je crois qu'effectivement, il y a une crise mondiale des démocraties qui a touché l'Europe. Car, disons, la Turquie, la Russie elle-même, la Hongrie, ce sont des pays qui tentent à virer, enfin, certains ont viré vers un système autoritaire à façade parlementaire. La démocratie est menacée partout où il y a des partis hyper nationalistes et qu'on appelle populistes, qui sont en fait néo-autoritaires, menacent. Même en France, cette menace existe. Elle existe dans le pays où elle existe le moins, c'est l'Allemagne, mais parce qu'elle a subi une épreuve, mais qui nous dit qu'à son tour, elle ne sera pas gangrénée. Donc, il faut sauver la démocratie. Et donc, pour l'Europe, la question, c'est qu'aujourd'hui, une partie de l'Europe commence à déjà s'écarter de la démocratie, avec le cas de la Hongrie. Donc, je pense qu'il faut que l'on considère que les démocraties, avant de penser à une reconquête démocratique, ce qui n'est pas impossible, on voit dans certains pays d'Amérique latine, de penser à sauvegarder comme une sorte d'oasis. J'ajoute que si le monde devient de plus en plus tourmenté, l'Europe doit rester comme une sorte d'oasis, comme la Suisse, par rapport à cette fureur qui va déferler, ne serait-ce que pour sauvegarder des valeurs capitales et primordiales de civilisation qui vont être balayées par les barbaries de toutes sortes. Donc je pense que ce problème est aussi extrêmement important et que l'Europe, alors du côté de la souveraineté, moi je pense que les pays, les nations sont solidaires, tout en étant souveraines, et que l'Europe est une forme d'organisation qui n'est pas encore au point, disons-le. Parce que l'Europe, n'oublions pas, avant la guerre d'Ukraine était en crise, il y avait des divergences politiques énormes entre les différents pays. Il y a une bureaucratie excessive qui règne en Europe, des lobbies qui parasitent les différents organismes européens comme une parasite nos ministères. Donc l'Europe n'était plus à la hauteur de sa mission, a besoin de se régénérer. Et ça, c'est un travail capital. Et la guerre d'Ukraine nous montre aussi que l'Europe a besoin d'une pensée. Il ne suffit pas de dire nous allons aider et nous allons envoyer des armes. Il faut dire voilà, nous voulons sauvegarder la démocratie et nous voulons la paix qui est vraie, épargner ces malheureuses vies ukrainiennes qui tombent sans arrêt. Donc voilà une question très importante. Et maintenant, je crois qu'effectivement, nous devons penser que l'improbable peut arriver. Et il peut être maléfique, il peut être bénéfique. Mais l'improbable, c'est quelque chose un changement, par exemple, en Russie, où Poutine ne serait pas remplacé par un autre impérialiste, mais un autre responsable
Il y a quand même eu des Gorbatchev en Russie, il y a quand même eu des esprits pacifiques. Il faut penser qu'une évolution serait possible, mais pour le moment, elle est imprévisible. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir et surtout pas perdre le courage. Aujourd'hui, l'Europe doit se concentrer. D'abord, je pense aussi qu'elle doit réfléchir aux sanctions. Aujourd'hui, au lieu de dire « Ah oui, la Russie souffre déjà de la perte de tel pourcentage de PIB », il faut constater qu'en ce qui concerne le gaz et le pétrole, la Russie a trouvé d'autres clients dans le monde. Et ses finances sont prospères du point de vue gaz et pétrole. Il faut dire que ce n'est pas la plupart des McDonald's ou des Stardust qui va l'affecter. Il est certain qu'elle va souffrir, on ne sait pas encore. Mais nous en souffrons encore plus pour le gaz et pour le pétrole. Je pense que quand les sanctions se retournent plus sur les sanctionneurs que sur les sanctionnés, il y a quand même à réfléchir un peu. Et je pense qu'il y a une réflexion collective à mener là-dessus. Est-ce que je peux vous interroger? Parce que sur cette position, y compris sur la Russie, on voit bien qu'on a un certain nombre de valeurs. Vous dites que l'Europe est une oasis. C'est nos valeurs, et nous voulons les défendre, les afficher et progresser. Mais d'autre part, on a à parler avec des voisins qui ont des systèmes politiques complètement différents. Et à donner des leçons en permanence aux uns et aux autres, on crée un certain nombre de crispations et on développe un certain nombre de tensions. Alors, est-ce qu'un chemin, ce serait difficile, mais comment voyez-vous ça? Est-ce qu'un chemin qui consisterait à dire, à l'intérieur de l'Europe, nous défendons de manière irréductible nos valeurs. C'est pour ça qu'avec Orban, nous pouvons faire en sorte qu'il doit respecter les principes européens. À l'intérieur de l'Europe, nous voulons que la vie quotidienne porte nos valeurs. Nous sommes l'expression d'un certain nombre de valeurs de pensée, de justice, de liberté, de civilisation, et ça, nous le défendons. À l'extérieur, nous avons une discussion où là, nous parlons des intérêts, notamment des intérêts de paix, et donc nous faisons en sorte que, par exemple, avec la Russie, avec la Chine ou avec les États-Unis, on a des discussions qui ne sont pas des discussions idéologiques, mais qui sont des discussions d'organisation, je dirais presque managériales, pour essayer d'avoir une certaine forme de paix. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, on n'aura pas la paix en Europe sans discussion avec la Russie. Donc, à la fois, il faut combattre, en effet, la Russie dans son action actuellement, mais il faudra bien un jour discuter avec la Russie pour la sécurité en Europe. On voit bien que la conférence d'Helsinki en 1975 nous a apporté de la sécurité parce qu'elle a apporté à l'est de l'Europe, à nos frontières, de la sécurité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complexité à gérer pour que nous soyons les militants de nos valeurs dans nos sociétés, dont nos sociétés doivent être les témoins, et que nous sommes des militants de l'équilibre international, et donc nous tenons compte des intérêts des uns et des autres sur le plan international. Et on voit bien que le gaz, là, on l'utilise sur le match des valeurs, alors qu'en fait, il se place sur le match des intérêts. Et donc, on pourrait essayer, comme ça, d'avoir une forme de cohérence, de manière à ce qu'on ne soit pas des donneurs de leçons, alors que notre Occident n'apparaît pas très rayonnant, on n'apparaît pas forcément en situation de donner des leçons aux uns et aux autres. Je vois bien avec les Chinois, quand on leur donne des leçons ici ou là, ils nous rappellent assez volontiers le sac du palais d'été ou la guerre de l'opium où nous avons empoisonné un peuple pour le gouverner, ce qui fait que nous n'étions pas particulièrement brillants non plus. Donc il y a quand même des discussions à avoir. Est-ce qu'il y a là une complexité à gérer de votre point de vue? Tout à fait, parce qu'à la fois, nous devons avoir un minimum de fermeté en ce qui concerne, par exemple, l'Ukraine, et en même temps une volonté pacifique incontestable. Nous devons, tout en sauvegardant à tout prix la démocratie, traiter avec des partenaires qui ne sont pas démocratiques. Mais ça, on l'a toujours eu. La Troisième République a fait un pacte d'alliance avec le tsar, qui était un despote. On a été les alliés de l'Union soviétique et même Laval a fait un voyage d'accord avec Staline en 1934. Enfin, je veux dire que
Et De Gaulle a rencontré. Donc, si vous voulez, le despotisme, on ne va pas faire la guerre pour foutre en l'air les despotes, on ne va pas faire la guerre ni à la Chine ni à la Russie. Donc, il faut traiter tout en sauvegardant nos valeurs et en essayant, si possible, de les élargir. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et donc, nous avons un avenir dans lequel nous devons réassumer l'humanisme européen qui, pendant longtemps, n'a été un humanisme uniquement de façade tant que l'Europe était coloniale et ne l'appliquait pas aux pays qu'elle colonisait. Mais aujourd'hui, l'Europe est purifiée de tout péché colonial. L'Europe n'est pas impérialiste alors que la Russie l'est, alors que la Chine l'est, que les États-Unis le sont, tout en étant démocrate. Donc l'Europe a réaffirmé un humanisme, a régénéré son humanisme, a régénéré ses sources. Aujourd'hui, sur le plan, par exemple, de l'éducation de la jeunesse, aucun effort n'est fait dans ce sens-là. Donc il y a un effort interne aux pays européens à faire une prise de conscience absolument nécessaire. Est-ce qu'on s'en donne les moyens, Jean-Pierre Raffarin? On parle depuis tout à l'heure de sauvegarde de la démocratie. Ça nous a également été présenté hier lors des débats. Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder une démocratie? Et pardon pour cette question candide. Moi, je crois beaucoup au rapport de force. Je crois au leadership. Et quand je vois l'Europe aujourd'hui, face à Erdogan, face à Xi Jinping, face à Biden, je vois qu'une seule chose aujourd'hui, que le vrai leadership, c'est le franco-allemand. Ça ne veut pas dire qu'il faut réduire l'Europe au franco-allemand, mais ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut faire en sorte que les Allemands et les Français soient d'accord sur un certain nombre de sujets majeurs. Nous avons vu, de mon point de vue, une des meilleures décisions de politique étrangère qu'avait prise le président Macron, c'est quand il a reçu, dans une relation bilatérale Chine-France, le président Xi Jinping à l'Élysée, dans son bureau, pour une relation bilatérale avec Merkel et avec Juncker. C'est-à-dire vraiment, on parlait avec la Chine, mais on parlait français et allemand réunis. Et ça, je crois que ça a été perçu comme quelque chose qui donne de la force, de la consistance. D'ailleurs, je me souviens, en 2003, quand Jacques Chirac s'est opposé à la guerre en Irak, il s'est opposé avec force, au Conseil de sécurité, le discours de Villepin, etc. On avait une position internationale assez forte. Le président m'avait envoyé à l'époque dans les 4 pays qui nous ont soutenus au Conseil de sécurité, le Mexique et le Canada, la Chine et l'Inde. Et j'ai été surpris que dans ces 4 pays, quand je parlais le talent de Chirac sur cette affaire, la vision de Chirac, pourquoi il fallait soutenir la position de la France, on me répondait très souvent Chirac et Schröder. La voix était Chirac, la décision était française, mais c'était un accord franco-allemand. Et ça pèse énormément. Ayons bien conscience que Français et Allemands, nous avons ensemble surmonté l'horreur la plus extrême. Les Chinois et les Japonais n'en sont pas là où on en est. Et donc, ils regardent tout ça avec une certaine forme d'admiration. On a un potentiel très, très puissant. Donc, pour donner à ces idées une certaine force, un certain rapport de force, un certain leadership, je crois qu'il est très important que Français et Allemands, on puisse porter cette cause. Ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter aux Français et Allemands. C'est ce que j'allais vous demander, parce que le Premier ministre polonais ici disait exactement le contraire hier, en disant qu'on ne peut pas se limiter aux Franco-Allemands. Est-ce que vous pouvez vous limiter sans rapport de force? Est-ce que dans les entreprises, est-ce que vous pouvez vivre sans rapport de force? Est-ce que dans la vie, on vit sans rapport de force? Je ne le crois pas. La force, il faut l'avoir de manière complexe, c'est-à-dire intégrer les autres, c'est-à-dire avoir une vision globale. Mais je pense que nos idées, il faut leur donner une consistance, une plateforme. Et le jour où Français et Allemands défendent un projet qui est un projet assez fort, même s'il doit être partagé, s'il doit intégrer les Italiens, s'il doit intégrer les autres. Mais au départ, il faut se dire aujourd'hui que l'Europe, on est au bord du gouffre, que beaucoup de pays expliquent qu'on n'a pas d'avenir, que de toute façon, on a une menace africaine d'un côté, on a une menace russe de l'autre, on a une situation économique extrêmement fragilisée. Si nous-mêmes, nous n'avons pas un projet, et si nous-mêmes, nous ne donnons pas à notre projet du leadership et de la force, on aura du mal à exister dans ce monde. Or, aujourd'hui, où est la force? J'ai le sentiment que
Les Allemands sont dans une situation très différente d'il y a 1 an ou 2. Il y a, en fait, les problèmes qui sont à venir vont toucher beaucoup l'Allemagne. Il y a 2-3 ans, ils touchaient un peu moins l'Allemagne. L'Allemagne va avoir un peu plus besoin des autres. On a une situation française de continuité quand ils ont une situation de changement. On a des positions qui peuvent être favorables. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on peut peut-être essayer d'avancer sur cette voie-là pour donner à nos idées ce qu'il lui faut, c'est-à-dire une force qui les défende. Oui, moi je crois qu'il faut aujourd'hui énoncer un projet de régénération de l'aventure européenne parce qu'il y a des forces de dislocation qui continuent à jouer. Vous avez parlé de l'Allemagne. L'Allemagne fait de nouveau réarme. Très bien pour le moment, mais dans le futur, une Allemagne militarisée va poser un problème peut-être aussi. C'est dès maintenant qu'il faut trouver les moyens d'assurer cette cohésion européenne, parce que si les choses continuent à aller à ballot, on aura une Allemagne forte, pas seulement économique, mais militaire et dominante, et nous aurons des problèmes. Regardez, parmi les projets de réforme, j'ai lu que dans un grand journal polonais, un politique éminent a dit la réforme de l'Europe, c'est de supprimer le vote à la majorité et revenir à l'unanimité. Si en plus on intègre les pays baltes et les autres, déjà l'unanimité, c'est l'impuissance comme à l'ONU. Bon, il y a d'autres projets qu'il faut à ce moment-là élaborer. C'est un problème très délicat, le problème des décisions. Il faut réfléchir à tout ça. Toutes les bases de l'entente européenne doivent être repensées à la lumière de la complexité de la situation. Et c'est là-dessus qu'on fait comme si l'Europe existe, parce qu'elle s'est un peu ressuscitée apparemment en étant d'accord pour fournir des armes à l'Ukraine, alors que ceci ne fait que masquer pour le moment des problèmes de plus en plus graves de forces centrifuges et de désintégration potentielle. Voilà. C'est Churchill, non, qui disait qu'il fallait bombarder les Allemands au moins une fois tous les 10 ans, sinon il n'y avait que des problèmes. Non, mais je comprends que les Polonais se méfient beaucoup du franco-allemand parce qu'ils ont le sentiment qu'on est éloigné de cette frontière qu'ils craignent tant. Donc tout ça est très compréhensible. Il faut intégrer tout ça. C'est justement toute la force d'une pensée complexe. Mais il faut quand même créer un mouvement dans les pensées. Il faut créer une dynamique, il faut créer une attractivité, il faut créer une séduction. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on trouve un dispositif nouveau. Le nouveau chancelier, un nouveau président en France me paraissent pouvoir le faire et essayer d'avoir cette approche de refondation. Je suis assez surpris, comme beaucoup d'autres, que toute la période que nous vivons nous amène des changements plus rapides que ce que nous attendions. Et qu'au fond, il y a une sorte d'imprévu qui est en train de s'installer, y compris dans nos relations sociales, dans beaucoup de sujets d'organisation de la société, où on voit que l'imprévu, par la plupart des gens de la population, n'était pas anticipé. Donc, je pense qu'il faut avoir cette logique-là de se dire, il nous faut du mouvement. Ne soyons pas agressés par toutes ces citadelles qui s'effondreraient et finalement toujours obligés de reculer. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet, une perspective, un horizon, une big picture, quelque chose qui nous mobilise. Et il faut vraiment qu'on reparte dans une ambition européenne intégrée au monde, avec une politique internationale cohérente, mais qui porte une force. Je crois vraiment que le danger aujourd'hui, c'est d'être spectateur de la catastrophe. Tout le monde annonce la catastrophe. Dans cette rentrée, je ne sais pas si vous écoutez beaucoup les médias, mais il faut avoir le moral pour écouter les médias. Donc, on nous annonce que tout va aller mal. Bon, heureusement qu'il y a quelques entrepreneurs qui s'expriment pour nous expliquer que, 1, ça ne va pas plus mal, et que 2, ce n'est pas en augmentant les taxes qu'on réussira à régler tous les problèmes. Donc, j'ai bien entendu, cher Président, tout ça, et j'adhère à ça. Mais le fond de l'affaire, c'est quand même de se dire que quand il y a un vent contraire, il faut faire face. Et donc, on fait face. Comment on fait face? On fait face avec des stratégies, avec des ambitions. Et c'est pour ça que
je trouve que la démarche d'Edgar Morin est très forte. Elle est par définition complexe, mais cette idée de se dire qu'on est sur un sujet de civilisation et c'est une politique non pas d'intérêt qu'il faut mener, c'est une politique de civilisation. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus là-dessus. Je suis pleinement d'accord avec vous et je suis très heureux de cet accord. Je veux simplement maintenant ajouter le fait que le monde est entré, la planète, l'humanité, dans une époque damocléenne. Ça a commencé avec Hiroshima et ça continue avec l'arme atomique qui se multiplie et qui est devenue aujourd'hui même proclamée comme menace. Ça a continué avec le problème de la dégradation écologique de la planète qui touche pas seulement la nature, mais notre civilisation, notre société, et pour lequel on n'a presque rien fait. Donc, double menace de mort. Et la troisième est arrivée avec la guerre d'Ukraine, et qui, elle, en plus, apporte de nouveaux phénomènes de désintégration. Donc, il faut penser que nous sommes dans des problèmes de vie et de mort. Nous sommes dans des problèmes fondamentaux. C'est la survie et la continuité de l'humanité qui est en cause aujourd'hui. Et il faut raccorder tous nos problèmes européens à ce problème mondial dans lequel nous sommes insérés et dont nous ne pouvons nous détacher. Jean-Pierre Raffarin parlait à l'instant du rôle des entreprises. Edgar, la fondation Edgar Morin, justement, vous êtes sollicité pour enseigner la pensée complexe parce qu'elle est utile dans l'entreprise. Je ne vais pas citer toutes les entreprises qui vous sollicitent, mais il y a Airbus, il y a Hermès, il y a l'OCP qui est l'Office chérifien du pétrole marocain, au Maroc plutôt. C'est très important cet engagement pour vous? Eh bien, écoutez, le président Raffarin lui-même a vanté les avantages d'une pensée complexe qui permet de mieux voir le contexte et tous les aspects d'un problème. Ce qui vaut pour l'univers, ce qui vaut pour la politique, vaut évidemment pour l'entreprise. L'entreprise elle-même, elle a un problème interne, elle a un problème externe. Le problème interne, c'est son organisation, ce qu'on appelle aujourd'hui le management. Or, celui-ci n'est pas adapté dans sa verticalité et dans son apport de rétroaction et de bouclage entre le monde qui travaille et la direction. Le problème du management se pose de façon nouvelle et complexe. La stratégie, c'est-à-dire dans un marché incertain et aléatoire, de plus en plus incertain, le problème de la pensée complexe, c'est de travailler avec l'incertitude et de pouvoir faire des paris capables d'être corrigés par une stratégie adéquate. Donc, moi, personnellement, je pense que la pensée complexe est une aide capitale, non seulement aujourd'hui dans notre monde, dans notre politique, mais aussi pour les entrepreneurs. Et c'est ça, dans ce sens-là, que nous avons créé, avec mon épouse et moi, une fondation pour essayer de propager cette pensée pour qu'elle soit utile au maximum de citoyens, dont évidemment les entrepreneurs. Se pose aujourd'hui la question du gendarme du monde. Y en a-t-il un? Est-ce que l'Europe, puisqu'on en parlait, a, j'allais dire, de l'or entre les mains pour le devenir, pas d'une façon despotique, mais pour apaiser ce que vous disiez tout à l'heure, pour apaiser les tensions et pour peut-être garder un peu de liant sur cette planète que, vous le disiez très justement, Jean-Pierre Raffarin, on essaye de sauver et tous les jeunes sont là pour sauver la planète. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être l'oasis et en même temps le gendarme très vite. Soyons l'oasis, c'est-à-dire nos valeurs, créons cet espace qui représente vraiment nos valeurs. Mais dans cette guerre de compétition entre le numéro 1 et le numéro 2, je crois que si on cherchait déjà à être pas trop dépendant et ne pas trop emmené dans cette tension, qu'on ait un peu de souveraineté, qu'on ne soit pas tout américain ou naturellement tout chinois, je vois bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas, l'Europe prétendre être gendarme du monde. On peut peut-être prétendre être un pilote du monde,
un miroir, un lieu de pensée. Moi, je crois vraiment que cette planétisation qui est en train d'être aujourd'hui perçue, comprise par beaucoup de gens au-delà des frontières, je crois que si l'Europe, qui a quand même eu l'accord de Paris, qui a eu cette histoire, si l'Europe se montre exemplaire sur ce sujet, qu'elle en fait sa doctrine, qu'elle est vraiment, au fond, au rendez-vous de l'histoire. Vous savez, pour ceux qui ont joué au rugby, le coup de pied à suivre, c'est un truc très important. On tape et puis il faut être là où le ballon retombe. Là où le ballon va retomber dans 3 ou 4 ans, c'est qui aura agi sur la planète. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, je pense, de prendre quelques axes stratégiques et positionner l'Europe, non pas être le gendarme aujourd'hui, parce qu'on voit bien que nous n'avons pas ni les budgets de défense, ni pour faire respecter une autorité. Au moins, ayons une sorte de respect intellectuel pour une force qui voit juste l'avenir et surtout une force qui met les moyens au service de sa vision et non pas qui fait de la vision une stratégie de communication et qui ne met pas son action en faveur de cette vision. Je pense que ce qui est important dans l'idée de pensée complexe, c'est encore une idée de gardement, c'est l'écologie de l'action, c'est de penser aux conséquences de l'action, c'est de penser après l'action. Et c'est ça qu'on peut être dans la civilisation, parce que ça, c'est vraiment une pédagogie qui a sa place à l'école. Et au fond, c'est un peu ça que l'Europe doit faire aujourd'hui. Quand on est un peu possédé dans une situation, la situation N n'est pas très favorable pour nous, eh bien préparons N+1 ou N+2 et soyons présents sur les sujets qui sont les sujets d'avenir de civilisation. Écoutez, je vous remercie d'avoir parlé de cette écologie de l'action. On a envie de dire Edgar Morin sort de ce corps quand même. On a envie de dire Edgar Morin sort de ce corps quand même. Allez-y, allez-y. Très bien. Bon, ça peut pas faire de mal. Non, parce que je disais que je vous remercie d'avoir... Parce que c'est une idée capitale. Ça veut dire que l'action, une fois qu'elle est déclenchée, elle peut cesser d'obéir à la volonté de celui qui l'a déclenchée et par une série d'interactions et de rétroactions, même se retourner sur la tête de celui qui l'a déclenchée. Quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, il est persuadé qu'il va gagner. Le résultat, c'est le plus grand désastre, un des plus grands désastres de notre histoire. Hitler, quand il envahit la Russie, il est persuadé qu'il va l'esclavagiser. C'est le plus grand désastre. Donc, quand nous avons décidé les sanctions, c'est très bien, il faut comprendre qu'en grande partie, ces sanctions se retournent contre nous. Il faut réfléchir et dire ce qu'il faut faire dans ce domaine. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Edgar Morin. Un tonnerre d'applaudissements. Et à Jean-Pierre Raffarin. Edgar, on va avancer en cette scène. On va la prendre, on va la prendre. Quelle leçon, mesdames et messieurs. Cher Edgar, merci, cher Pierre, merci Jean-Pierre Raffarin. Edgar, j'aime vous le dire à chaque fois que je vous vois, j'ai eu tellement de plaisir. Il y a quelques semaines, nous sommes entrés tous les deux au Panthéon, on en est vite ressortis, mais pendant 1h30, vous nous avez offert des leçons d'un siècle de vie lors de la Cité de la Réussite, et je voudrais vous remercier de nous avoir donné d'aussi belles leçons aussi de votre siècle de vie. 101 ans, je vais vous dire, hein, ils vous détestent tous ici parce qu'ils vous jalousent. On adorerait tous être dans votre état de forme à 101 ans. Mesdames et messieurs, le plus jeune d'entre nous, Edgar Morin, notre invité. Merci, cher Edgar. Merci, cher Jean-Pierre. Merci beaucoup, Pierre de Villeneuve, également. Ça va? Martin Rubio, venez avec moi parce que
Pendant qu'on raccompagne Edgar et Jean-Pierre, s'il vous plaît, avec Pierre, on va vous raccompagner, vous aider à descendre. Martin Rubio, venez à mes côtés, s'il vous plaît, parce que Edgar vient de nous parler à l'instant d'une fondation, la Fondation Edgar Morin. Racontez-moi, cette fondation, ce que je peux faire, et moi, entrepreneur dans le public qui vous écoute, en quoi ça me concerne? Alors, nous sommes Pentalog, une société digitale qui a rejoint la Fondation Edgar Morin récemment. Cette pensée complexe, enfin, j'ai rien à rajouter sur le fond, évidemment. Il vient de le dire. Cette pensée complexe, elle est opérationnelle. En fait, c'est ça qui a été la grande découverte et qui correspond à notre pratique. Notre écosystème, il est complètement chamboulé. La relation avec les employés, les alliances avec les autres entreprises, la diversité mondiale avec les incertitudes, etc. Et ce qu'il vient de nous expliquer magnifiquement, qu'est-ce qu'on peut faire nous avec la Fondation concrètement? Ce qu'on construit, c'est une méthode qui permette que ce bijou qu'est la pensée d'Edgar Morin soit répétable. Et donc on invite les autres sociétés qui seraient intéressées de nous rejoindre dans la Fondation sous forme qui leur conviendra. Ça peut être une politique RSE qui ait du sens, qui ait du fond. Et donc il y a un travail qui est en cours, un travail de transformer, comme je disais, ce bijou de la pensée en quelque chose d'opérationnel. Le site internet est affiché sur vos écrans, mesdames et messieurs, de part et d'autre de la Seine, Fondation Edgar Morin, point quelque chose. Vous le savez? Non, je ne connais pas par cœur, mais c'est très facile à trouver. C'est très facile. On vient de préparer la scène, on me dira si la scène est prête. Je voulais vous remercier, ma chère Martin. Merci on à va se vous. renseigner ainsi. Merci beaucoup, Martin, Merci. de ce que vous faites au sein de cette fondation. Merci beaucoup.